Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal sur Télé Liban. Nous sommes ensemble pour passer en revue les principales informations de ce jour. Une conférence internationale de soutien à l'armée libanaise et aux forces de sécurité intérieure se tiendra à Paris le 5 mars prochain sous l'égide du président français Emmanuel Macron avec une large participation régionale et internationale. Les préparatifs s'intensifient autour d'un rendez-vous diplomatique majeur. Une réunion de haut niveau a été tenue au palais présidentiel de Babda, consacrée à l'organisation d'une conférence internationale de soutien à l'armée libanaise et aux forces de sécurité intérieure. Autour de la table, des représentants des États-Unis, de la France, de l'Arabie saoudite, du Qatar et de l'Égypte, en l'occurrence l'émissaire français Jean-Yves Le Drian, l'émissaire saoudien le prince Yazid Ben Farhan, l'ambassadeur des États-Unis Michel Aissa, ainsi que les ambassadeurs égyptiens Ala Moussa et qatari, Saoud Ben Abdelrahman Al-Thani, témoignant d'un engagement régional et international renforcé en faveur de la stabilité du Liban. Il a été décidé que la conférence se tiendrait à Paris le 5 mars prochain et qu'elle sera officiellement ouverte par le président français Emmanuel Macron, un signal politique fort quant à l'importance accordée à ce dossier par les partenaires du Liban. Les discussions ont porté sur les modalités pratiques du sommet, mais aussi sur les démarches à entreprendre afin d'assurer la participation la plus large possible de la communauté internationale. Autre élément notable, les consultations ont permis d'élargir le cadre initial des discussions, passant d'un format trilatéral à une concertation à 5 avec l'intégration du Qatar et de l'Égypte, une évolution qui illustre un regain de coordination diplomatique autour du dossier libanais. Dans ce contexte, le soutien à l'armée libanaise et aux forces de sécurité apparaît comme une priorité stratégique. Alors que le pays traverse une période de forte tension économique et sécuritaire, la conférence de Paris est ainsi perçue comme une étape clé pour renforcer les capacités des institutions sécuritaires, considérées comme un pilier essentiel de la stabilité nationale. Un hommage officiel a marqué le lancement de la candidature des archives de Télé Liban au registre de la mémoire du monde de l'UNESCO, une initiative visant à préserver un patrimoine unique, témoin de décennies d'histoire politique, sociale, culturelle du pays. C'est un pan entier de l'histoire du Liban qui aspire aujourd'hui à une reconnaissance internationale. Un hommage officiel a été organisé dans les locaux de Télé Liban à Hazmiye à l'occasion du dépôt de la candidature des archives de Télé Liban auprès de l'UNESCO, dans le but de les inscrire au registre du patrimoine documentaire mondial. Ces archives audiovisuelles, accumulées sur plusieurs décennies, retracent les grands événements qui ont façonné le pays, de la vie politique aux bouleversements sociaux, en passant par la culture, l'art et le quotidien des Libanais. Premier média audiovisuel public du pays, Télé Liban a joué un rôle central dans la documentation de l'histoire nationale. Son fond constitue aujourd'hui une mémoire collective irremplaçable, menacée par le temps, l'usure des supports et le manque de moyens techniques. À travers cette candidature, le président de la République Joseph Aoun, le ministre de l'Information Paul Morcos, la PDG de Télé Liban Dr Elissar Nadaf, ainsi que les responsables du projet, soulignent la nécessité de préserver, restaurer et numériser ces archives afin de les transmettre aux générations futures et de les rendre accessibles à la recherche et au public. L'UNESCO, de son côté, œuvre à la sauvegarde des archives menacées à travers le monde, considérant le patrimoine audiovisuel comme un élément essentiel de l'identité des peuples. Pour le Liban, cette démarche dépasse le cadre symbolique. Elle représente une tentative de sauvegarder sa mémoire nationale, de protéger son récit historique et de réaffirmer la place de ses institutions culturelles dans un contexte de crise multiple. Une candidature qui fait écho à un besoin fondamental, celui de ne pas laisser l'histoire s'effacer. En Iran, le pouvoir judiciaire durcit le ton face aux manifestations. Le chef de la justice promet des procès rapides et publics pour les personnes arrêtées depuis le début du mouvement fin décembre. Une annonce qui intervient alors que la communauté internationale s'inquiète d'un possible recours accru à la peine de mort et que Washington hausse la pression sur Téhéran. Le message est clair, allez vite et frappez fort. En Iran, le chef du pouvoir judiciaire
Ghulam Hossein Mohseni a promis des procès rapides pour les personnes arrêtées lors des manifestations qualifiées d'émeutes par les autorités. Lors d'une visite dans une prison de Téhéran, il a assuré que la justice devait agir sans délai face aux crimes graves, précisant que les procès seraient publics. Selon les agences iraniennes, il a passé plusieurs heures à examiner les dossiers des détenus. Les organisations de défense des droits humains tirent la sonnette d'alarme. Elles évoquent des milliers d'arrestations depuis le début du mouvement le 28 décembre et redoutent un usage massif de la peine capitale. Selon le département d'État américain, plus de 10 600 manifestants ont été interpellés. Parmi eux, Arfan Soltani, 26 ans, dont l'exécution serait imminente. L'ONG Amnesty International appelle l'Iran à suspendre immédiatement toutes les exécutions, évoquant un risque imminent pour plusieurs détenus. À Washington, le président Donald Trump a menacé d'agir de manière très forte si Téhéran passe à l'acte. Interrogé par la chaîne CBS, il a répété son avertissement. La mission iranienne à l'ONU dénonce de son côté une tentative américaine de déstabilisation du régime. Mais selon l'ONG Iran Human Rights, la répression aurait déjà fait au moins 734 morts. D'autres ONG estiment que le nombre de victimes liées aux manifestations en Iran dépasse désormais les 2550 morts. Une escalade judiciaire, politique et diplomatique qui place l'Iran sous une pression internationale croissante alors que le pays reste largement coupé d'Internet. La tension reste vive en Syrie. De nouveaux combats ont éclaté entre l'armée syrienne et les forces kurdes à l'est d'Alep, une zone stratégique que Damas cherche à reprendre après avoir consolidé son contrôle sur la ville. Les affrontements font craindre une nouvelle escalade alors que les négociations politiques sont au point mort. Les combats se sont intensifiés à l'est d'Alep. Selon une source militaire syrienne citée par l'agence officielle Sana, les forces démocratiques syriennes ont visé des positions de l'armée et des habitations civiles près du village de Homaïma à l'aide de mitrailleuses lourdes et de drones. L'armée affirme avoir riposté. De leur côté, les forces de sécurité disent avoir repoussé une tentative d'infiltration près du village de Zubaïda et accusent les forces gouvernementales d'avoir mené des frappes de drones faisant plusieurs blessés. L'armée syrienne avait sommé les forces kurdes de se retirer à l'est de l'Euphrate, déclarant la zone située à l'est d'Alep, zone militaire fermée. Sur le terrain, des batteries de défense antiaérienne et de l'artillerie ont été déployées vers le front de Der Hafer face aux positions kurdes. La responsable des relations extérieures de l'administration autonome, Elham Ahmad, accuse Damas de préparer une attaque à grande échelle et de rompre l'accord du 10 mars 2025 censé organiser l'intégration progressive des institutions kurdes au sein de l'État syrien. Ces affrontements interviennent alors que le pouvoir du président Ahmad al-Shara cherche à reprendre le contrôle total de la région d'Alep. Dimanche, l'armée avait déjà repris les quartiers kurdes de Sheikh Massoud et d'Ashrafiyeh. Dans le nord-est du pays, la colère gronde. À Qamishli, des milliers de manifestants ont dénoncé les combats, accusant le pouvoir de trahir ses engagements envers les minorités. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les affrontements d'Alep ont fait 105 morts, dont 45 civils. Une nouvelle phase de confrontation qui menace d'embraser davantage le nord de la Syrie. Le réchauffement climatique continue de battre des records. Selon les scientifiques européens et américains, 2025 figure parmi les années les plus chaudes jamais enregistrées à l'échelle mondiale. Et rien n'inquiète un retour à la normale. 2026 pourrait rester à des niveaux historiques sur fond de ralentissement de politique climatique et de multiplication des événements extrêmes. Le thermomètre mondial ne redescend plus. Selon l'Observatoire européen Copernicus et l'Institut américain Berkeley Earth, l'année 2025 est la troisième plus chaude jamais mesurée depuis le début des relevés en 1850. Depuis 3 ans, la température moyenne mondiale dépasse 1,5 degrés Celsius par rapport à l'ère préindustrielle, un seuil symbolique fixé par l'accord de Paris. Pour les scientifiques, cette hausse rapide suggère une accélération du réchauffement climatique. Un constat préoccupant, alors que de nombreux responsables politiques reconnaissent désormais
que le dépassement durable de 1,5 degré Celsius pourrait être officialisé avant la fin de la décennie, bien plus tôt que prévu. Dans le même temps, les efforts climatiques marquent le pas. Aux États-Unis, deuxième émetteur mondial de gaz à effet de serre, le retour de Donald Trump s'accompagne d'un recul de la coopération climatique internationale et d'un regain du charbon. En Europe aussi, la baisse des émissions ralentit. Et pour 2026, aucune amélioration en vue. Les experts de Copernicus et de Berkeley Earth estiment que l'année à venir fera probablement partie des 5 plus chaudes jamais enregistrées, voire davantage si le phénomène El Niño se renforce. En 2025, des records de chaleur régionaux ont été observés en Asie centrale, en Antarctique ou au Sahel. Au total, 770 millions de personnes ont connu des températures inédites sans qu'aucun record de froid ne soit enregistré. Vagues de chaleur, incendies géants, tempêtes et cyclones, les événements extrêmes se multiplient, amplifiés par la combustion toujours croissante du charbon, du pétrole et du gaz. Pour les climatologues, peu importe que le prochain record tombe en 2026 ou plus tard, la trajectoire du climat est désormais claire et l'urgence d'agir n'a jamais été aussi forte. En Chine, la transition écologique laisse certains habitants dans le froid. Dans plusieurs villages du nord du pays, des familles peinent à se chauffer en plein hiver, faute d'aide suffisante pour remplacer le charbon par des systèmes plus propres. Une situation sociale préoccupante à l'ombre des politiques environnementales de Pékin. Dans le district rural de Sushui, au nord de la Chine, l'hiver est glacial et le chauffage devenu un luxe. Depuis 2017, Pékin a interdit le chauffage au charbon dans de nombreuses régions afin de lutter contre le smog hivernal, imposant le passage au gaz ou à l'électricité. Mais sur le terrain, les aides promises se sont progressivement évaporées. Aujourd'hui, de nombreux habitants disent ne plus pouvoir assumer les factures de chauffage exorbitantes. Sur un marché agricole, un sexagénaire confie éviter d'allumer le chauffage malgré des températures descendant jusqu'à -7 degrés Celsius. Avec une pension mensuelle d'à peine une centaine de yuan, il explique que dépenser l'équivalent de 1000 yuan par mois pour se chauffer est tout simplement impossible. Même constat pour Yin Xian, employé dans un restaurant. Ses beaux-parents, vivant dans un village voisin, déboursent jusqu'à 7000 yuan par an pour chauffer leur maison, soit 3 fois plus que les citadins. Résultat, des couvertures empilées et des radiateurs souvent éteints. Sur les réseaux sociaux chinois, les témoignages se multiplient. Dans la province du Hebei, le prix du gaz est plus élevé que dans certaines zones urbaines proches de Pékin, alimentant un sentiment d'injustice. Les autorités avaient pourtant débloqué plus de 13 milliards de yuan pour accompagner cette transition énergétique. Mais ces subventions ont cessé après quelques années, tandis que la flambée mondiale des prix du gaz a aggravé la situation. Pour beaucoup d'habitants, la promesse d'un air plus pur s'est transformée en choix douloureux entre se chauffer ou se priver, un coût social élevé au cœur de la transition écologique chinoise. Aussi en Chine, une application au nom pour le moins déroutant fait sensation. Baptisée T'es mort, elle permet d'alerter un proche si son utilisateur ne donne plus signe de vie. Un succès viral qui en dit longtemps sur l'isolement croissant des personnes vivant seules, mais qui divise par son ton jugé anxiogène. Son nom choque, intrigue et fait le buzz. T'es mort? Une application chinoise au concept simple mais radical. Si l'utilisateur ne se signale pas pendant 2 jours, un message d'alerte est automatiquement envoyé à un proche. Développée par une start-up de jeunes entrepreneurs, l'application se présente comme un outil de sécurité pour les personnes vivant seules, de plus en plus nombreuses dans les grandes villes chinoises. Autrefois, le mariage précoce et la cohabitation intergénérationnelle limitaient l'isolement. Aujourd'hui, ces modèles sociaux reculent. En 2024, un foyer chinois sur 5 était composé d'une seule personne. Résultat, T'es mort s'est hissé en tête des applications payantes sur l'App Store d'Apple en Chine continentale. Mais le succès s'accompagne de critiques. À Pékin, Yaya Song, 27 ans, juge l'application trop chère et son nom excessif. D'autres estiment que les employeurs ou les proches remarquent de toute façon rapidement une absence prolongée. Chez les plus jeunes, le malaise est aussi culturel. Le mot mort reste tabou, notamment pour les personnes âgées. Une étudiante confie qu'elle n'oserait jamais proposer l'application à ses grands-parents, tant le nom est perçu comme de mauvais augure. Pourtant, certains y voient un outil utile face à la solitude moderne.
Sur les réseaux sociaux, une figure médiatique chinoise a même suggéré de rebaptiser l'application T'es en vie, un intitulé jugé plus rassurant. Les créateurs disent réfléchir à un changement de nom, mais pour beaucoup d'internautes, le succès de l'application tient justement à son franc-parler, qui oblige à affronter une réalité longtemps évitée, celle de la solitude et de la mort. Et sur cette note finale s'achève notre journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même antenne. Bonne soirée.